Avec nous dans un instant Aurélie Trottereau, donc la présidente de Touche pas à mon enfance. Donc voilà, le temps de faire les petits réglages techniques. Elle sera en ligne avec nous d'ici un instant. Donc bonsoir à tous, bonsoir à tous les métanautes, bonsoir à tous les modératrolls, à tous les trolls. Voilà, il y a Erwan, il y a Tony, Captain 4, Fange de Brie, Seidas, Alex, Aldo Lozano. Voilà, bonjour à tous. Voilà, ça fait plaisir de vous savoir là avec nous ce soir pour une émission spéciale où on va effectivement aborder ce sujet, vous savez, très grave de la pédophilie évidemment. Donc voilà, dès que la régie sera prête, de toute façon on me fera un petit signe, voilà. Et pour votre info, je rappelle qu'il y a toujours le Métatour. Maintenant, je vais vous en parler souvent, je crois, jusqu'à la fin du mois. Donc, vous pouvez nous faire un don, je le rappelle, pour ce projet ambitieux de venir vous voir, de se dévirtualiser, de venir jusqu'à vous et de se rencontrer avec Méta TV dans toute la France. Voilà, dans une ambiance, on espère, bon enfant. En tout cas, vous avez l'air d'être plutôt accueillant avec tous déjà les propositions. Et on remercie déjà les nombreux gens qui ont fait des dons absolument incroyables hier. Donc vous avez fait monter la jauge, mais on espère encore la faire monter. On a besoin de vos dons, voilà, pour faire ce projet incroyable de faire le tour de France de la résistance et de venir vous voir. Voilà, donc dès que de toute façon ce sera prêt, on me le dira. Mais n'hésitez pas à nous faire part en tout cas de toutes vos suggestions. Si vous avez des endroits aussi à nous suggérer d'aller voir, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Il y en avait qui nous avaient parlé de pas mal d'endroits à l'époque, d'un chêne multicentenaire, etc., de villages assez typiques. On avait même été voir, c'était assez sympa. Donc allez sur la page Métatour, sur le site. Et vous n'hésitez pas, voilà, à nous un peu nous expliquer toutes vos suggestions, tous les endroits ou les personnes même que nous pourrions rencontrer éventuellement. De toute façon, la carte, elle est à peu près établie. Les dates, on vous les communiquera évidemment sous peu, puisqu'on a déjà un beau parcours qui fait quasiment l'ensemble de la France. Et puis voilà, quoi, dès que tout ça sera en place, de toute façon, vous serez toujours les premiers informés, vous le savez très bien. Voilà. Donc, voilà, dès que c'est prêt, on va me faire signe, je sens que ça arrive. Voilà. Ok, super. Voilà, ça a l'air parfait. Donc, je vais mettre le son normalement. Bonsoir, Aurélie Trottereau, vous êtes avec nous? Bonsoir. Donc, vous êtes la présidente de l'association Touche pas à mon enfance. Voilà, donc c'est parti, normalement c'est bon, normalement vous m'entendez sur Skype, ça doit passer normalement là. Alors on attend dans quelques instants, voilà, d'ici une minute on va recevoir avec nous Aurélie Trottereau, donc c'est juste le temps de faire un petit réglage technique. Voilà, donc en attendant, qu'est-ce que vous m'avez dit sur le chat? Bon, pas grand chose, j'imagine que vous êtes en attente voilà, de savoir un peu ce qui va se passer. C'est sûr, il y a énormément de bruit, noise. Voilà, oui, c'est pas mon step, c'est pas la panacée. Je vous dirais, il faut qu'on se mobilise très vite et qu'on arrive à convertir tout le monde au mombelisme, parce que effectivement Skype c'est assez fatigant, tu vois, des choses assez bizarres. Voilà. Alors on me dit que c'est bon. Voilà, super. Aurélie Trottereau, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir Luc. Voilà, là on vous entend, normalement ça doit être parfait, quoi, parce que voilà, on fait ça. Voilà. Tout le monde doit bien vous entendre, j'imagine. Voilà, de toute façon, si c'est un problème, on va me le dire immédiatement sur le chat. Alors, pour reprendre, évidemment, cette entrevue, là où on l'a arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire tout à son début, est-ce que vous êtes la présidente de Touche pas à mon enfance, donc est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'historique et l'objectif de votre association?
Alors, donc, mon association a été créée il y a tout juste un an, donc le 3 juin 2013. Je l'ai créée suite à une histoire personnelle. Donc, j'ai eu 3 enfants victimes de pédophilie. J'ai dû me battre, avant de me battre contre le pédophile lui-même, il a fallu que je me batte contre le système judiciaire, car en France, nous n'avons pas du tout des lois qui sont favorables envers les victimes, et quand il y en a, ils ne sont pas appliqués. Et donc, j'ai eu l'idée de monter cette association. Donc, les objectifs que l'on a, c'est qu'on lutte contre la maltraitance et contre la pédocriminalité. Donc on accompagne les victimes sur le plan judiciaire, on les aide dans leurs dossiers, on essaye d'intervenir auprès des juges, on fait tout pour qu'ils obtiennent gain de cause. On récolte en parallèle des fonds pour les aider dans leurs frais judiciaires, parce que il faut savoir qu'un avocat coûte une fortune et que les parties civiles, non pas la victime elle-même, mais les parties civiles n'ont pas l'aide juridictionnelle. Donc on les aide à ce niveau-là. Et là, en troisième plan, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la thérapie du bonheur. Donc on a mis en place déjà une permanence psychologique et on va essayer à long terme en fait de monter des soutiens psychologiques un peu partout en France, car il y a une grosse carence aussi au niveau du suivi psychologique des victimes et de la famille. D'accord. Et vous, concernant votre affaire, donc vous avez été confronté à, on va dire un espèce de déni de la justice. Comment c'est quels ont été vos rapports en fait avec le monde judiciaire par rapport à votre affaire? Alors si vous voulez, moi j'ai déposé plainte le 14 octobre 2010. En fait, j'ai mon fils qui est revenu avec des traces de coups. Ça faisait plus de 6 mois que leur comportement avait complètement changé au niveau de l'école, avec des gestes à connotation sexuelle, des paroles aussi à connotation sexuelle. J'ai vu divers médecins avec mes compagnons, on les a emmenés, à chaque fois on nous toquait la même réponse. Il faut savoir que moi j'étais tout récemment séparée du papa et que j'attendais un autre enfant, donc on me disait que c'était en fait la séparation, le nouveau bébé qui provoquait tout ce qui se passait ces derniers temps. Et donc quand je les ai emmenés porter plainte, moi j'y étais que pour des traces de violence et non pas pour des viols. Et mon fils a demandé à s'entretenir tout seul avec la gendarme, et c'est la gendarme qui lui a fait cracher le morceau, et de là il m'a tout annoncé. Moi, quand la gendarme après m'a repris dans le bureau en me disant voilà, votre fils nous dit qu'il se fait violer chez son père, je peux vous assurer que je suis tombée de 3 étages, je n'y croyais pas. Et au niveau d'enquête, c'est-à-dire au niveau de la gendarmerie, je n'ai pas eu à me plaindre. C'est au niveau judiciaire que là je trouvais ça lamentable, parce que nous les victimes, on n'est informés de rien. À titre d'exemple, on m'a demandé si je voulais me porter partie civile. Je demande ce que c'est. On me dit c'est pour réclamer des dommages et intérêts. Je ne pensais pas du tout à l'argent. Moi je voyais qu'une chose, c'était qu'il aille en prison. Donc quand on m'a expliqué ça, j'ai dit non. En fait, se porter partie civile, ce n'est pas qu'une question de dommages et intérêts, c'est aussi être comment dirais-je, informé sur les avancées du dossier. Et ça, on ne me l'avait pas dit. Donc moi, je me suis portée partie civile plus d'1 an après les faits. D'accord. Donc après au niveau judiciaire, je me rends compte qu'en fait violer un gosse au niveau de la justice c'est rien. Tout simplement que le violeur de mes enfants a fait 6 mois de préventif, a été libéré au bout de 6 mois. Il a été libéré dans une famille avec 2 enfants alors qu'il y a un rapport d'expertise psychiatrique qui était plus qu'accablante, parce qu'il soulignait bien le risque de récidive, et lui-même déclarait à l'expert psychiatre qui rêvait de violer des enfants. Donc on le libère au bout de 15 jours, c'est-à-dire on libère quand même quelqu'un de dangereux. Et qui plus est, j'apprends qu'il a un suivi, si vous voulez, il avait une obligation de soins pour avoir sa libération. Donc un suivi dans un CMP juste au bout de ma rue de chez moi. Donc ça veut dire qu'on ne nous protégeait pas. D'accord. C'est-à-dire qu'il était encore, il a essayé de venir dans votre entourage encore après, quoi. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est une fois aussi que je me suis portée partie civile, je reçois les conclusions du juge d'instruction, et dans ces conclusions-là, j'apprends que mon ex-mari, en fait, assistait, alors non pas au viol, ça je tiens à le préciser, mais assistait, voyait des scènes d'agression sexuelle. Il déclarait de ne rien avoir dit parce que tout simplement qu'il avait peur que je lui retire les enfants, enfin plein de choses comme ça, et que lui n'a jamais été poursuivi par la justice. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été déposé plainte contre mon ex-mari. Tout de suite, j'ai soustrait le droit de visite au père, donc c'est-à-dire sans avocat, sans rien. J'ai dit hop, tu ne vois plus tes enfants, ou du moins si tu veux les voir, tu viens à la maison. Et j'ai saisi la JAF, je demandais à ce que mes enfants étaient vus dans un lieu neutre. J'ai été convoquée, donc ça s'est passé au mois de juin, j'ai été convoquée au mois d'octobre.
Ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Donc, en fait, donc j'ai été convoquée au mois d'octobre et je me suis fait complètement allumer par la JAF qui me disait que je n'avais pas à soustraire le droit de visite, que le père n'avait rien fait. Je dis certes, il ne les a pas touchés, mais bon, il a vu les scènes, il en a même rigolé, il le déclare aux gendarmes et ça ne les interpelle pas. Donc, j'ai été dans l'obligation de rendre mes enfants. Ah d'accord, donc c'est quoi? C'est vous qui avez été limite, c'est la version accusatoire quoi. Voilà, c'est pas une petite chose comme ça, parce que bon, c'est un dossier hyper complexe. C'est pareil, il faut savoir aussi que donc le violeur de mes enfants n'a pas été poursuivi par la suite par des viols, alors que les viols ont été prouvés sur 3 de mes enfants médicalement et aveux également, donc il a avoué. On a requalifié les faits en agression sexuelle, c'est-à-dire qu'il ne passait plus aux assises, mais qu'il passait en correctionnel, tout simplement parce qu'il avait une légère déficience mentale. D'accord. Eh ben... Donc, sur le plan judiciaire, si vous voulez, c'est complètement l'opposé parce que les assises, ils risquaient 20 ans de réclusion criminelle et là, ce n'était plus considéré comme un crime, ça a été considéré comme un délit. Donc, au correctionnel, ou bien souvent, on m'a fait comprendre que les pédophiles là-bas prenaient que du sursis. Donc là, par contre, je me suis carrément mise hors de moi. Donc, j'ai commencé à remuer ciel et terre, c'est-à-dire j'ai écrit à la juridiction, en fait, de mon département, en leur expliquant bien que vu que nous, les victimes au correctionnel, on n'a pas le droit d'appel, s'ils prenaient que du sursis, je me foutais en grève de la faim devant le TGI et que je ne bougerais pas tant qu'on ne le remettrait pas en prison. Oui, d'accord. Et votre affaire, donc c'est quoi les suites judiciaires aujourd'hui? Alors les suites judiciaires, c'est qu'il a pris 3 ans ferme. Avec les remises de peine et la préventive qu'il a fait, il a été relibéré au mois de décembre. Ouais. Dans mon village. Les suites judiciaires, c'est que moi, je me fais harceler par la famille de l'agresseur. Il faut aussi savoir qu'il a aussi violé son petit frère, enfin violé, agressé sexuellement, parce que je n'ai pas le droit de dire violer. Que ça, je ne sais pas où ça en est, mais je me fais harceler par la famille, harceler par la petite copine, que je les croise régulièrement dans mon village. Donc, j'ai alerté plusieurs fois la gendarmerie. Comme je dis, je suis très gentille, très courtoise, mais il y a un moment où ça va péter. Et quand vous avez des coups bas, que vous les entendez plus loin crier qu'on a fait ça pour l'argent, aller raconter des sornettes pas possibles, croyez-moi que pour moi c'est très dur. Alors on me demande si justement, pourquoi selon vous à chaque fois dans les affaires judiciaires, lorsqu'il s'agit d'affaires de pédophilie, on a le sentiment qu'il y a un déni de justice ou que la justice ne fonctionne pas correctement. Comment on en arrive à ça? C'est tout simplement que moi l'impression que j'ai, alors attention, l'impression que j'ai n'est pas la réalité, c'est qu'il y a tellement d'affaires de pédophilie que pour eux c'est devenu complètement banal et qu'on correctionnalise ou qu'on distribue des non-lieux pour un manque de preuves, enfin pour des sornettes pas possibles, pour tout simplement, on va dire, désengorger les tribunaux, mais que plus ça va, et ça j'y reviendrai par la suite, plus j'ai l'impression que la pédophilie part vers une légalisation en France. Ah oui, parce qu'on a assez, alors il y a aussi l'existence, on parle souvent des réseaux et d'une protection judiciaire par rapport à ces réseaux. Oui. Parce que on a... Ouais. Vous en pensez quoi de ça? Moi alors, il y a bien une chose que je tiens à dire, moi je nie pas, je crois réellement qu'il y a des réseaux, de toute manière ça a été prouvé, il y a des réseaux pédocriminels qui sévissent en France. Moi je comprends tout à fait les gens quand ils disent qu'on a l'impression qu'il y a une protection de la justice, parce que je vois quand vous apportez des preuves devant un juge, des preuves avec viol, moi je vois sur énormément de dossiers, des preuves avec viol, c'est-à-dire que le viol a été prouvé médicalement, on refuse le dossier, c'est-à-dire on dépense un non-lieu sur le dossier alors qu'il y a toutes les preuves. Et bien souvent on s'aperçoit que le violeur présumé a un poste haut placé, donc on se pose énormément de questions. Oui, d'accord, oui. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu ça, c'est que certaines personnes bénéficient de protection, quoi, parce que dans ces affaires-là, il y a souvent de gros dysfonctionnements, quoi, qui sont assez incroyables.
Alors il y a des gros dysfonctionnements judiciaires, mais même pour, entre guillemets, j'aime pas dire petite affaire de pédophilie, mais sur les petites affaires, il y en a aussi. Il y a carrément un laxisme. Aujourd'hui, à l'heure actuelle en France, il vaut mieux être pédocriminel qu'être dealer de drogue, parce qu'un dealer de drogue va prendre 10, voire 15 ans de prison. Un pédophile va se tirer bien souvent qu'avec du sursis. Ouais. Donc ça, il y a un problème vraiment dans l'application de la loi, parce que normalement, ce sont des faits très graves qui vont... Normalement, c'est la cour d'assises pour des faits comme ça. Bien sûr, mais non, on recorrectionnalise, il y a une loi qui est passée en 2005, bien entendu elle est passée ce qu'on j'appelle en sous-marin, c'est-à-dire que personne n'a été alerté que cette fameuse loi allait être votée, c'est-à-dire que maintenant pour désengorger les tribunaux, c'est-à-dire qu'on ne pense même pas à la souffrance de la victime, on ne pense même pas à la dangerosité du prévenu, on va correctionnaliser, c'est-à-dire on va pour un peu libérer les salles d'assises. Oui, d'accord. Alors on me demande si justement la pédophilie et les agressions d'enfants sont reliées à... Est-ce qu'il y en a plus dans des classes sociales hautes ou basses, ou alors tout est confondu? Tout est confondu et croyez-moi, il y en a beaucoup plus dans les classes moyennes que dans les classes basses. Là-dessus, c'est un point aussi auquel je tiens à beaucoup appuyer, c'est qu'on a beaucoup de clichés, si vous voulez, des pédophiles, des gens qui vendent leurs gosses pour se faire du fric, alors que ça se passe beaucoup plus dans la classe moyenne, voire dans la classe haute. D'accord. Et en théorie, ces personnes, normalement, elles devraient, quand elles sont incriminées pour des faits comme ça, ce sont des faits criminels, normalement. C'est-à-dire c'est 20 ans de réclusion. Oui. Et on voit très peu d'exemples de gens qui ont été condamnés à ces peines-là dans la pédophilie, quoi. C'est très peu parce que comme je n'arrête pas de le dire, on recorrectionnalise les viols, c'est-à-dire que ça ne passe plus d'une affaire criminelle mais à une affaire correctionnelle à un délit. Un délit, c'est comme un délit de fuite. Demain, vous prenez votre voiture, vous faites contrôler, vous voulez pas vous arrêter, vous faites un délit. Et la pédophilie devient pareil, c'est-à-dire qu'on correctionnalise les viols. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça atténue, et ça c'est vraiment une tendance générale. Hein. Alors vous, votre association, vous regroupez combien de membres à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous avons 25 membres, oui. 2 avocats, 4 psychologues. Donc on agit un peu partout en France, on essaye d'œuvrer un peu partout. On a chacun, si vous voulez, des postes différents, c'est-à-dire, j'ai ma secrétaire qui s'occupe de tout le secrétariat, mais on est tous unis pour la même chose, c'est-à-dire que quand il y a un dossier qui tombe, on épluche le dossier, on essaye de voir les failles judiciaires, parce que bien souvent il y a des failles judiciaires aussi dans le dossier, on prend contact avec l'avocat, on essaye de mettre en place une stratégie, et puis on fait tout pour que la victime obtienne gain de cause. Ouais. Parce que donc vous avez eu des affaires dans lesquelles les victimes ont déjà obtenu gain de cause? Oui. Donc il y a eu l'affaire Léa Triquet. Donc là, c'était pas du tout une histoire de pédophilie, c'était une histoire de placement dit abusif, où on a réussi. Alors quand on dit on, c'est beaucoup le papa, parce que je tiens quand même à le préciser, le papa avec la maman s'est énormément battu pour récupérer son enfant. Donc l'enfant est revenu, si mes souvenirs sont bons, le 16 décembre au domicile. Et j'ai une autre affaire, on a une autre affaire qui est toujours en cours, mais il y a quand même eu, on va dire, un petit avancement. C'est un papa qui, on va dire, avait des méthodes éducatives pas très jolies, on va dire ça comme ça. Le petit a reçu une correction au point d'être marqué, il a tatoué son fils. La maman, ça faisait 4 ans qu'elle se battait au niveau de la justice, elle n'obtenait rien. Et donc elle a saisi en référé, nous l'avons aidé, nous l'avons appuyé avec une lettre. Donc le premier référé n'a rien donné parce qu'ils ont débouté la mère de toutes ces demandes. Par contre, elle est passée en appel, et en appel, on a quand même, c'est-à-dire on a réussi avec la famille à quand même obtenir une mesure à émo chez le père. D'accord. Et en dernier point, il y a eu l'affaire Lola, donc une affaire en plus que vous avez suivie, où la justice a tenté de recorrectionnaliser les viols. Nous, avec la famille, on s'est opposé. La famille a dû changer d'avocat entre deux. Il faut savoir que le violeur présumé, parce qu'il n'a pas encore été jugé, donc on est obligé de dire violeur présumé, rôdait en bas de chez elle et la harcelait, qu'il a fallu que moi-même en personne, j'appelle le commissariat, que je les harcèle toute une journée pour apprendre une chose, c'est que depuis 2011, c'est-à-dire il avait une interdiction de
territoire dans le département de la victime depuis 2011 et que ça n'avait toujours pas été transmis à la justice. C'est-à-dire que si on n'aurait pas passé cet appel-là, ce serait encore passé dans les oubliettes. Ah, d'accord. Et on me parle de l'association L'Enfant Bleu, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Oui, on me demande ce que vous en pensez. Je ne rentre pas dans les polémiques associatives. D'accord. Parce que moi... Et voilà, après, je préfère dire, voilà, chacun, dans chaque association, chacun a ses revendications. Chacun essaye de son côté de faire avancer les choses. Après, si vous voulez, c'est aux gens d'apprécier. Moi, en tant que présidente, je ne peux pas dire ce que moi j'en pense personnellement. D'accord. Mais voilà, parce qu'on m'a souvent en fait mis en garde contre les associations d'enfance qui portent des noms de couleurs. On m'a dit que c'était un code un peu sur lequel il fallait se méfier. Je ne sais pas si vous avez des informations dans ce sens aussi. J'en ai entendu parler, mais après vaguement, parce qu'il y a tellement de, si vous voulez, il y a tellement de choses qui se disent, même sur ma propre association, moi je m'en cache pas, qu'on est complètement taré, qu'on va trop vite. Enfin, on en entend des choses qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'est pas crédible. Après, moi, comme je vous ai dit, je ne les connais pas. Les codes couleurs, j'ai entendu dire ça, mais c'est pareil, il faut que je creuse pour voir un petit peu. Mais pour le moment, je peux pas m'exprimer, si vous voulez, j'ai pas d'éléments pour dire quoi que ce soit. D'accord. Alors oui, on a une question, c'est vrai, on me dit, c'est souvent des hommes qui sont impliqués. Est-ce qu'il existe aussi, il y a des femmes qui sont impliquées des fois dans les affaires? Parce qu'on a l'impression que c'est plus des hommes. Oui, il y a beaucoup. Alors, j'ai qu'un seul dossier où il y aurait une femme mise en cause. Mais alors, on parle, c'est vrai, comme vous dites, on parle beaucoup de la pédophilie par des hommes, parce que la pédophilie envers les femmes, c'est beaucoup plus tabou. Qu'une mère puisse toucher à son enfant, c'est vraiment la chose inimaginable. Et il y en a. Et je tente aussi, parce que j'ai une très grosse campagne de prévention à mettre en place, qu'on essaye du moins à mettre en place. Et je voudrais aussi axer sur ce problème parce que il y a aussi des femmes pédophiles. Faut pas se leurrer. Oui, mais d'accord. Il y a des femmes qui ont été impliquées déjà dans les affaires de pédophilie, quoi. Oui, il y en a. Nous, on a un dossier où il y a une femme impliquée. Il y en a. Oui. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment à chaque fois que ce sont plus des hommes, et puis ce sont souvent, on a l'impression, des mamans qui viennent revendiquer leurs droits. Enfin, nous, on a été confrontés à énormément de cas où ce sont des mamans. Oui. C'est un peu déséquilibré, j'ai envie de dire, quand même, dans le rapport. Que ça, de toute manière, un homme ou une femme, du moment où on désire un enfant, c'est être déséquilibré dans sa tête. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire naître le désir dans la tête de quelqu'un? Moi, je n'arriverai jamais à comprendre quel plaisir il y a à toucher un gosse. Si c'est pas un plaisir pervers, c'est-à-dire dans sa tête, il doit très bien savoir quand il fait dans ça, il va lui détruire toute sa vie. Non, il continue. Et ça continue, et c'est l'enfant qui est pris au piège après. Oui, d'accord. D'ailleurs, les enfants, comment ils font un peu pour vous travailler sur ça, pour se reconstruire après pour les enfants? Alors c'est très très dur. Moi là je peux vraiment vous parler en tant que mère de victime. Moi j'en ai un où j'ai pas eu d'autre choix que de le mettre dans un institut thérapeutique éducatif parce que il devenait ingérable. Ça se passe par des accès de violence, des accès de colère, des moments de déprime aussi, où que les enfants deviennent complètement ingérables. Après c'est aussi beaucoup sur le plan physique, de l'eczéma, parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique, la peur, les terreurs nocturnes, et c'est vraiment très dur. Et il y a aussi une chose que je tiens à souligner, c'est qu'en France, moi personnellement, et pourtant j'habite une petite campagne, j'habite pas dans une grande région, j'ai mis plus d'1 an à avoir un suivi psychologique pour mes enfants, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas prioritaires sur ce point. D'accord. Donc il n'y a pas de prise en charge spécifique, on va dire, de l'État concernant ces questions-là, quoi. Ah non, mais quand vous voyez en plus que le pédocriminel, lui, il a un suivi médico-judiciaire imposé, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller voir un psy toutes les semaines, alors que les enfants abusés, eux, on les lâche dans la nature, quoi. Ouais. C'est ça qui est quand même incompréhensible, quoi, pour les citoyens de savoir pourquoi ces pédophiles bénéficient comme ça d'une espèce d'immunité, quoi. Et ça fait naître
l'idée d'une espèce de protection judiciaire voilà, particulière quoi, concernant ces délits. Parce que ça s'observe très peu dans d'autres cas, quoi. C'est vraiment ces cas-là qui sont à chaque fois récurrents, les cas de pédophilie et à chaque fois on va dire, de manipulation. Alors est-ce que vous aussi, dans votre dossier personnel, vous faites état on va dire, de véritables manipulations judiciaires, de décisions, pas limite de faux, hein, parce qu'on a des cas où on a vu des faux qui ont été produits. Hein. Alors moi, non, attention, il n'y a jamais eu de faux. Manipulation judiciaire, c'est un peu dur dans le sens, je vais dire oui, parce que on a laissé le droit au papa. Lui, on l'a laissé libre dans la nature, à 300 mètres de chez moi, c'est inadmissible. C'est parce que on croise dans la rue, les enfants sont complètement terrorisés, et moi c'est pareil. Après, comment dirais-je, au niveau de la justice, personnellement, je n'ai vraiment pas eu vraiment de plainte. Enfin, moi je le vois, je me suis toujours plainte par rapport à plein de choses, mais je le vois par rapport au dossier que j'ai. Moi j'ai quand même obtenu 3 ans ferme. Ce n'est pas rien, 3 ans ferme. Moi je vois des dossiers où il y a des non-lieux, je vois des dossiers où il n'y a que du sursis. 3 ans ferme, c'est énorme. Et lors du procès, je le voyais dans les yeux de la magistrate, qu'elle était de notre côté. Mais il y a des familles, c'est limite, s'ils ne se retrouvent pas eux-mêmes accusés, si vous voulez. Il y a des familles qui dénoncent des faits de pédophilie et qui passent pour fous, à qui on leur retire leurs enfants. Ouais, bah oui, nous on en a reçu qui se retrouvent, voilà, dans l'inversion de l'accusation, c'est des gens qui se retrouvent accusés à la place, quoi, des véritables coupables, quoi. Voilà, accusés de manipulation mentale. Mais je suis désolée, quand un gamin de 4 ans vous sort des choses qu'il ne peut pas inventer, alors il y a quand même une différence, ça c'est ce qu'aussi m'avait bien dit le gendarme, c'est-à-dire un enfant qui vous dit bon papa met son zizi dans les fesses. Bon, c'est alertant. Après, s'il va pas donner plus de détails, alors l'enfant, attention, moi je prends toujours en compte la parole de l'enfant, il faut toujours la prendre en considération, mais s'il donne pas plus de détails, on pourrait, je dis bien on pourrait, je ne dis pas que c'est faux, pour aller vers peut-être une imagination, un fantasme. Mais un enfant de 4 ans qui vous dit papa met le zizi dans les fesses, papa sort du liquide blanc, papa fait très mal, c'est-à-dire il exprime sa souffrance, là il y a de quoi se poser de réelles questions. Oui, d'accord, oui. Et donc on accuse les mères bien souvent de manipulation, c'est-à-dire que les mères ou les familles, parce que moi je vois des familles entières se faire accuser, vous avez dénoncé ces faits-là, mais non, c'est pour avoir la garde de l'enfant, mais non, c'est pour lui faire ceci, c'est vous qui vous retrouvez complètement folle. C'est pour une folle, pardon. Ouais. Il y en a qui pensent, qui disent 3 ans, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Ouais, il y en a qui, voilà, on me dit ça sur le chat. On me demande aussi, est-ce qu'il existe un cabinet d'avocats dissidents avec qui le public pourra agir et pourrait se tourner éventuellement? Non, j'en ai pas pour le moment, j'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai vraiment de très bons avocats sous la main et s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui n'hésitent pas et on est prêt à les aider. D'accord. Parce qu'il faut, d'ailleurs dans ces cas-là, c'est quoi le conseil que vous avez à donner aux personnes qui pourraient être soumises à cette situation, les premières choses à faire? Alors la première chose à faire, si votre enfant commence à vous parler de faits de pédophilie, c'est-à-dire commence à vous donner des détails, que vous voyez un changement de comportement, surtout ne forcez pas votre enfant à parler. Ce que vous faites, c'est que vous faites venir, moi je conseille toujours aux familles, faites venir un médecin et surtout n'attendez pas. Allez à la gendarmerie, appelez une association, il y a des numéros, il y a la nôtre aussi, c'est déjà arrivé que nous-mêmes on fasse un signalement, qu'on accompagne, appelez l'association la plus proche de chez vous, il y a des associations qui sont faites pour ça, et tout de suite allez à la gendarmerie, faites un dépôt de plainte, mais surtout ce que je conseille avec une constitution de partie civile pour obliger en fait le juge d'instruction à mener une enquête. D'accord. Parce que mais tout ça coûte de l'argent quand même aussi, c'est ça ça aussi c'est un frein. Alors une procédure judiciaire, ça varie. Moi je vois des dossiers où pour un viol 2 000 euros, des 4 200 euros, 10 000 euros même. Après c'est au bon vouloir de l'avocat, et c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai ouvert cette association-là. Comme je dis, je récolte des fonds aussi pour venir en aide, du moins essayer d'aider les victimes dans leurs frais judiciaires, parce que malheureusement sans argent on n'avance pas, quoi. Ouais.
Parce que voilà, là aussi on me dit sur le chat, voilà que justement, est-ce que c'est une question, est-ce que ces gens qui se soustraient comme ça à la justice appartiennent-ils plutôt à une classe aisée ou à une classe pauvre? Parce que on a le sentiment aussi qu'il y a certaines affaires qui sont très instrumentalisées et portées comme ça en pâture, et puis voilà, on entend justement pléthore d'affaires à côté qui elles ne font l'objet d'aucune médiatisation. Donc oui, enfin, comment dirais-je, les accusés, je vous dis c'est toute classe. En fait, c'est toute classe. Ça peut aller du notable au simple chômeur, quoi. C'est vraiment toute classe sociale confondue. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose auquel on ne s'est pas aperçu à l'association. On a beaucoup plus de mal avec les dossiers qui impliquent des personnes, et je le disais tout à l'heure, qui impliquent des personnes qui ont quand même un poste dans la fonction publique ou alors un poste haut placé. Là, c'est silence radio, on a vraiment du mal à obtenir quoi que ce soit dessus. Ouais, d'accord. Ouais, parce que les... il y a une question d'ailleurs un peu, j'ai envie de dire, qu'on pourrait se poser. On me demande, avez-vous pensé à faire justice vous-même? C'est vrai. Oh là oui, oui, énormément. Après, je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que, comme j'ai dit, je suis remariée, j'ai 5 enfants maintenant. Je me suis remariée. Si je faisais justice moi-même, le juge d'instruction m'avait prévenu, c'était 30 ans de réclusion criminelle pour moi. De deux, je me coupais de la vérité parce qu'il faut savoir que en faisant justice soi-même, c'est-à-dire si malheureusement on en vient au meurtre, on se coupe de la vérité parce qu'une personne décédée ne peut pas être poursuivie. De trois, je ne l'ai pas fait non plus parce qu'à la base je suis contre la violence et je le déconseille toujours aux gens. Quand j'ai des gens qui m'appellent qui sont complètement désespérés, j'entends leur souffrance mais je suis la première à dire ne faites pas ça, c'est hors de question, non. Et de quatre, tout simplement que si je l'aurais fait, mes enfants ils auraient été où? Ils seraient retournés avec un père en qui j'ai pas confiance. La fratrie aurait été séparée? Non. Et là, c'était les détruire encore plus. Donc pour le bien de mes enfants, non. Ouais, d'accord. On me demande aussi, voilà, est-ce que les... Comment dire? Ah, j'ai perdu la question. Elle est remontée, voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les disparitions d'enfants, on en recense à peu près 27 000 l'an dernier en France, et justement ces affaires de pédophilie, puisque c'est vrai qu'il y a un nombre impressionnant d'enfants qui disparaissent, qui sont enlevés, on en retrouve certains morts, mais énormément qui disparaissent, et c'est un phénomène européen, voire mondial. Oui, donc là je ne peux pas à l'heure actuelle vous répondre à la question, c'est que tout simplement je suis en pleine étude, j'essaye de regrouper les disparitions et regrouper différentes affaires et voir en fait s'il y aurait un lien. Mais là à l'heure actuelle je suis dans l'impossibilité de vous donner une réponse concrète en fait. D'accord. On me demande si vous connaissez le procureur Christian Girard. Non du tout. D'accord. C'est un procureur qui a enterré pas mal de dossiers en fait, c'est pour ça, oui, apparemment il était mis en cause dans certaines affaires. Et on me demande si les gendarmes, eux, s'étaient bien comportés dans votre affaire, si vous aviez eu affaire à eux. Ah oui, alors là-dessus, ça je tiens à souligner, et même si ce soir ils m'écoutent, je sais pas, mais même s'ils m'écoutent ce soir, je tenais à les remercier parce que ils ont toujours été là pour moi. Déjà c'est eux qui m'ont ouvert les yeux parce que faut savoir que quand on vous apprend que vos 3 gamins ont été violés, au départ vous y croyez pas parce qu'on croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Ils ont été vraiment adorables, ils ont toujours cru en mes enfants, ils ont toujours cru en leurs paroles, ils ont toujours tout fait, même eux ils étaient outrés parce que c'est pareil, donc nous on est passé en procès, si vous voulez, le 30 avril 2013. Il faut savoir que le 17 juin 2013, il n'était toujours pas incarcéré et qu'il était à la fête foraine du village. Donc je me suis retrouvée nez à nez avec lui, avec les enfants. Donc de là, moi j'ai téléphoné à la gendarmerie qui connaissait très bien mon affaire, qui eux-mêmes étaient choqués, mais bon, c'était le mandat de dépôt qui n'avait pas été envoyé, qui ne pouvait strictement rien faire. Et donc moi je leur disais, mais moi j'ai le papier quand même qui prouve qu'il doit être en prison, allez le chercher ou je deviens folle. Nous, on ne peut pas. Et bon, je m'en cache pas, je me suis mis en grève de la faim pour faire appliquer cette décision de justice. Et les gendarmes m'ont quand même appelé pour prendre de mes nouvelles. Donc ça, je tenais quand même à le dire, qu'il n'y a pas, entre guillemets, que des pourris, quoi.
D'accord. On me dit aussi, on me fait voilà, une question. Depuis l'affaire Outreau, les témoignages des enfants victimes ne sont plus pris en compte car la justice ne leur reconnaît plus aucune crédibilité. Envisagez-vous quelque action pour rétablir la valeur de ces témoignages d'une importance capitale? Oui, oui. Alors il y a aussi beaucoup de choses qui ressortent en parallèle des dossiers qu'on a et également dans le mien. C'est que quand vous emmenez un enfant à une unité médico-judiciaire, on émet toujours des réserves et on vous sort, rappelez-vous, de l'affaire Outreau. L'affaire Outreau, il y a bien une chose quand même que je tiens à souligner, c'est qu'il y a eu quand même des victimes. 4 personnes qui ont été déclarées coupables. Il y a eu des acquittements, mais acquittements au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute ne veut pas dire l'innocence. Donc oui, nous, ce qu'on essaye du moins à long terme, parce que voilà, je tiens quand même à le préciser, on est une jeune association, on a plein de projets, mais c'est très long avant que tout se mette en place. À long terme, c'est quand même faire en sorte que la parole de l'enfant soit recueillie et qu'on arrête de mettre des réserves, parce que je suis désolée, il y a des faits que des enfants de 4 ans, comme je le disais auparavant, ne peuvent pas inventer. Oui. Il faut savoir aussi que les enseignants ne sont pas formés à, ça je l'ai appris aussi, les enseignants ne sont pas formés à dépister un comportement d'un enfant qui pourrait, je dis bien qui pourrait être abusé, parce que ça peut venir aussi de diverses causes, certains troubles, qui pourraient être abusés, qu'il n'y a pas cette formation là-dessus. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que si vous voulez, qu'il y a plus de gens formés, être habilités à vraiment recevoir la parole de l'enfant. Et que surtout que les experts psychiatres arrêtent de poser arrête de se dire, c'est-à-dire, vous passez devant un expert psychiatre, en gros, en un quart d'heure de temps, il doit juger si l'enfant est crédible ou s'il n'est pas crédible, ou si votre parole est crédible ou pas. C'est pas en un quart d'heure de temps qu'on apprend à connaître les gens. Oui, tout à fait. Voilà, et les pédophiles s'en tirent souvent aussi par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que dans la majorité des cas, ce sont des très bons manipulateurs qui aiment bien, on va dire, jouer la bonne comédie devant. Donc en un quart d'heure de temps, ils font les épleurés, qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils arrivent même à manipuler les psys, et bien souvent, il y a aussi des non-lieux qui sont rendus à cause de ça. Et moi, j'estime que c'est pas en un quart d'heure ou une demi-heure de consultation qu'on peut déterminer un profil pédophile. Oui, d'accord. On nous demande, oui, est-ce que aussi vous avez organisé très récemment une conférence, un congrès sur le premier congrès, on peut dire, sur la pédophilie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu aussi? Alors donc en fait à la base on était parti que sur une manifestation, on avait le projet de donner des conférences sur la pédocriminalité, mais si vous voulez on était pris à court de moyens et donc on a trouvé cette fameuse salle de conférence. Donc nous l'avons préparée pendant plus de 3 mois, on s'est donné corps et âme. Dans l'ensemble je pense qu'elle s'est bien passée, je sais que pendant un moment la salle il y a eu des échauffements de partout et ça il y a certains propos qui ont été dits que moi je tenais à m'excuser personnellement envers certaines personnes. Ça a été une réussite, ça a été une réussite oui, et surtout ça nous a permis de voir à quel point les familles, alors pas que de pédophilie parce qu'il y avait aussi des mamans de placement abusives, à quel point les familles étaient mises à l'écart. Donc on nous a fait par réponse qu'un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, ce qui est tout à fait normal parce que c'est dans le droit français. Mais il y a un moment où il faut arrêter aussi de construire à charge envers les victimes. Ah oui, parce que c'est toujours... Oui, c'est comme ça qu'on ressent les choses. Ouais. C'est que limite la victime est limite coupable d'avoir parlé. Bah oui, c'est dans les affaires en tout cas que nous on a traitées, les victimes sont toujours celles qui reçoivent, si j'ose dire, toute l'accusation se retourne contre elles, quoi. Elles se retrouvent dans le box des accusés, des victimes à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai carrément entendu dans mon affaire personnelle l'avocat de la défense dire que, en gros, c'était parce que bon, mes enfants, comme je le disais auparavant, avaient des terreurs, tout ça, que c'était ma faute parce que j'étais devenue hyper protectrice avec les enfants. Alors, en plus de vouloir protéger vos enfants, on vous montre du doigt parce que vous les surprotégez. C'est hallucinant quand même. Et en gros, c'est de votre faute. Oui, d'accord. Ouais. Et ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Croyez-moi, ça fait mal en tant que parent de victime. Et on me demande justement, est-ce que votre association va chercher un peu à fédérer un peu toutes ces associations pour former, on va dire, une grande fédération pour avoir plus de poids, parce que finalement vous êtes très nombreux, c'est ce qu'on s'aperçoit. Oui.
Alors, à fédérer les associations, pas à ma connaissance, je sais qu'il y a une ligue qui s'est créée. Moi, c'est vrai, ce que j'aimerais, et nous, ce qu'on réclame vivement avec le bureau, ce serait quand même que tout le monde s'allie pour la même cause, c'est-à-dire que tous ensemble, qu'on fasse pression, si vous voulez, parce que le code pénal est très mal rédigé, il y a beaucoup de choses à changer, mais à ce que je vois après de mes yeux, c'est pas de mal à veille, quoi. D'accord. Alors, pour en revenir aussi quand même à au congrès que vous avez organisé, moi on m'a rapporté les propos d'un des intervenants qui était apparemment un comportementaliste, donc oui. J'ai pas le nom, et qui a tenu des propos un peu, on va dire, pour évincer l'idée même qu'il puisse exister, on va dire, des réseaux pédophiles de grande importance. Alors là-dessus, et j'espère d'ailleurs que je ne citerai pas son nom qui nous écoute, donc je tiens à dire que nous avons quand même rompu le contrat. D'accord. Avec lui. Il n'était pas question qu'il évoque le réseau pédocriminel parce qu'il y avait Monsieur Garde qui était là et qui connaît parfaitement le sujet. Oh, tout à fait. Qui a intervenu par rapport à ça. Lui, sa partie à lui, normalement, c'était intervenir sur comment un prédateur manipule sa victime et arrive même à faire culpabiliser sa victime, à, comment dirais-je, avoir une emprise sur elle. Je ne comprends pas pourquoi il est parti dans tous les sens comme ça, d'apporter une science à des magistrats. Non, la pédophilie, je suis désolée, ce n'est pas une science mais une tare, moi je le dis, c'est une tare. Et la seule chose que j'ai à répondre, c'est que voilà, j'ai rompu le contrat de partenariat, je lui souhaite bon vent, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il fait de son côté. Si lui veut fermer les yeux sur la réalité des choses, c'est son problème, moi je sais où je vais. D'accord. Bon, au moins les choses sont claires, parce qu'on m'avait rapporté cette altercation, enfin si j'ose dire, son intervention qui a pour le moins, on va dire, remué les consciences pendant le congrès, quoi. Bah oui, la mienne aussi, même que je ne le montrerai pas. D'accord, bah au moins les choses sont claires là-dessus. Alors, mais bon, j'évite, alors bon, c'est parce que là, voilà, on est à la télé, mais j'évite, si vous voulez, de m'exprimer, parce que je ne suis pas madame polémique, hein, je crois qu'il y en a déjà assez comme ça sur Internet. La seule chose que j'ai à dire, voilà, c'est il ne fait plus partie de notre association, et voilà, je lui souhaite toutes les bonnes choses possibles. Alors, il y a une question très intéressante. On me demande, est-ce que on devrait voir les pédophiles comme des malades psychiatriques ou bien sont-ils tout simplement des gens normaux ? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que ce sont des gens normaux. Bien souvent, ils sont dotés d'une superbe intelligence. Mais à côté de ça, alors dire que c'est une maladie, j'aime pas dire que c'est une maladie. C'est tout, c'est de la perversité. Ils parlent par plus, enfin, quand on voit les auditions, pardon, ça parle de pulsions sexuelles. Oui, ils ont des pulsions, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça aussi que je tenais à souligner, en France, il n'y a pas il y a la perpétuité, mais bon, elle n'est jamais appliquée, bien entendu, c'est-à-dire un jour ou l'autre, ils sortent. Et vu qu'en France, la peine de mort a été abolie, et je tiens aussi à préciser que je ne milite pas pour la peine de mort, parce que bien souvent, on m'a assigné aussi à ça. Donc la peine de mort a été abolie. Il y a bien un moment un jour ou l'autre, malheureusement, qui va se retrouver dehors. Et c'est bien qu'il faut agir, c'est-à-dire travailler avec lui dans le sens où quelles mesures qu'on peut prendre pour éviter qu'il récidive. Quelles mesures? Alors c'est pas avec 18 mois de sursis qu'on va arriver à faire quoi que ce soit, parce que pour lui c'est du pain béni. 18 mois de sursis, ça lui donne le droit de recommencer. Alors après parler de médicaments, moi voilà, je vais peut-être passer encore pour quelqu'un de cru, je m'en fiche parce que j'ai l'habitude. Pour moi c'est tout simplement ce qu'il leur faudrait, c'est une castration chimique, parce que tôt ou tard ils recommenceront. Je crois qu'il y a 76 ou 77% de taux de récidive dans les histoires de pédophilie. D'accord, ouais. Alors, j'ai une question aussi, une question de Mouton Rétif qui me dit, sur votre site web, à la rubrique Qui sommes-nous, vous indiquez que parmi les buts poursuivis par votre association, vous avez comme projet de faire voter une loi pour la création d'un fichier national d'ADN. Il y a quelques mois, je vous avais fait part de mon scepticisme vis-à-vis de la création d'un tel fichier, c'est l'internaute qui s'exprime, qui serait assurément utilisé contre les citoyens et non contre les pédocriminels qui sont protégés par le système. Vous m'aviez dit que ce projet ne faisait plus partie de vos objectifs. Pourtant, il figure toujours sur votre site web. Où en êtes-vous aujourd'hui ?